Alors on est parti. Alors oui, on dit merci aux sponsors. En cœur. Merci sponsor. Ah bah oui, ça c'est quand même pas mal. On n'est pas dedans. Bon, là vous reconnaissez tous Jeff Sutherland, hein? Non? Vous dites c'est? Mais oui, c'est Stallman. Mais qui est donc Richard Stallman? Alors j'ai une deuxième photo de lui. Et alors Richard Stallman a Richard Stallman a lancé un mouvement qui s'appelle le mouvement GNU. C'est un GNU. Oui. Et GNU, ça veut dire c'est GNU. GNU is not Unix. Vous allez voir, c'est récursif, c'est quand même rigolo. Hein. Plein de trucs rigolos dans cette communauté. Et c'est le mouvement du logiciel libre. Alors pourquoi parler de logiciel libre alors qu'on parle d'équipes distribuées? Oui, je suis obligé de faire des petits raccourcis. Hein. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, je sens que monsieur pourra leur en dire plus. Sinon, vous avez Wikipédia. Quand on parle de logiciel libre, ça vous parle? Vous voyez à quoi on fait référence? Qui voit ce que c'est qu'un logiciel libre? Ah, c'est pas mal. Qui utilise des logiciels libres? Donc c'est un truc vrai quand même. Qui contribue à des logiciels libres? Ouais, ah, c'est pas mal quand même, hein? Qui vend des logiciels libres? Mais oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? Alors le truc c'est simple, c'est 4 libertés. 4 libertés, la liberté de l'utiliser, d'étudier le code, d'étudier son fonctionnement, éventuellement de le modifier, et dans tous les cas de redistribuer le logiciel librement. Alors vous voyez que c'est pas gratuit, hein. Ça n'a pas de rapport avec ça. Le truc c'est qu'en anglais ça s'appelle free software. Donc on pourrait faire la confusion. En français, on le fait moins facilement. Alors, 4 libertés du logiciel libre. Quel rapport avec nos équipes distribuées? Vous voyez, à part vous distribuer dans la pièce. Ben, c'est ce qu'on va voir en regardant un peu comment on développe des logiciels libres. Alors, les logiciels libres, vous le savez, c'est des développeurs qui développent bénévolement la nuit en se nourrissant de pizza des logiciels que vous utilisez tous. Hein, on est d'accord? Non, on n'est toujours pas d'accord. Ah, décidément, c'est quand même terrible, quoi. Bon, alors ça, a priori, c'est pas ça. Alors on va essayer de regarder un petit peu plus en regardant un logiciel en particulier qui s'appelle OpenStack, qui est un logiciel pour faire du cloud. Si vraiment, il n'y a pas de développeurs qui se nourrissent de pizza qui le font la nuit. Donc on va aller regarder ça de plus près. Et on va regarder aussi comment une petite société qui s'appelle Innovance, il faut que j'arrête de dire petite, une société qui s'appelle Innovance, contribue à OpenStack. Alors pourquoi une société contribuerait à un logiciel libre? Surtout qu'elle, a priori, ne se nourrit pas de pizza la nuit. Il faut qu'on regarde ça un peu plus près. Alors, donc je suis Alexis Monville, ça vous avez vu au début, vous voyez. Vous me connaissez pour certains sous la bannière Ayeba. Et là, aujourd'hui, j'interviens sous la bannière Innovance, puisque je m'occupe d'aider Innovance à grandir, à devenir une entreprise agile pour l'ensemble de l'entreprise. C'est pour ça qu'on s'intéresse à de l'agile et à de l'open source. Alors, les liens entre les deux... Ah oui, j'ai oublié un petit hashtag du Scrum Day, tout ça, j'avais oublié. Pas d'écran de retour, c'est moins facile. Hein. Alors... T'es d'accord avec ça, hein? Donc les choses qui sont similaires entre l'agile et l'open source, j'ai essayé de me poser la question, quand on s'est posé des questions de culture chez Innovance, puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui rassemblaient le mouvement agile et le mouvement du logiciel libre. Et presque quand des vrais défenseurs du logiciel libre m'entendent parler d'open source, ça les hérisse à peu près autant que pour certains quand on parle de méthodes agiles en parlant plutôt des pratiques et pas des valeurs. C'est presque du même niveau. Alors de temps en temps, je parlerai d'open source parce que je vais fourcher régulièrement, mais c'est pas très grave. Pour la plupart qui ne savent pas la différence entre le logiciel libre et l'open source, il y a des superbes articles écrits justement par Richard Stallman qui vous permettront de voir la différence. Et ça vous donnera peut-être aussi une petite source d'inspiration sur la différence entre faire de l'agile, être agile, apprendre les méthodes agiles, continuer d'apprendre continuellement pour développer ses pratiques. Et ça peut peut-être être intéressant. Alors, partons en balade, visiter comment ça se passe le développement d'OpenStack. Alors OpenStack, c'est ça. C'est ça la mission d'OpenStack. Facile. C'est vous fournir un logiciel qui vous permette de fabriquer un cloud, public ou privé. Pour ceux qui connaissent les services d'Amazon, c'est disposer des services d'Amazon, fabriquer un concurrent d'Amazon. Vous pouvez essayer. Il y en a qui essayent dans cette pièce, je crois.
ou disposer de l'ensemble des services d'Amazon chez vous en interne. Ça veut dire que les développeurs, par exemple, qui auraient besoin d'avoir des machines pour faire des tests de charge ou des machines pour lancer un nouveau projet, en fait, ils iraient sur une interface et puis ils créeraient leurs instances et hop, ils auraient leur machine tout de suite. À la demande. Pratique, non? Alors pour ceux qui sont dans des grandes entreprises, c'est un poil plus rapide que s'ils faisaient une demande pour avoir des machines à des gens qui sont de l'autre côté d'un mur qu'ils n'ont jamais vu. Ça pourrait être sympa. Donc c'est à ça que ça sert. Alors ça vous fournit de la capacité de calcul, du réseau, du stockage virtualisé à la demande, et vous pouvez y accéder par une jolie console. Et il y a des tas de services qui rendent tout ça cohérent. Sympa, non? Alors là, c'est une petite façon d'y accéder, c'est d'avoir un dashboard. C'est généralement pas la façon dont on le fait, puisque évidemment tout ça est programmable via des API, ce qui fait que les machines, vous pouvez les créer à la demande via des API. Un des usages qu'on voit souvent, c'est certains services en ligne, comme les jeux par exemple, qui créent des nouveaux fronts au fur et à mesure que les joueurs se connectent. Puis évidemment, comme ça coûte cher, ils les éteignent au fur et à mesure que les joueurs se déconnectent. Et leurs applicatifs se débrouillent pour déplacer les joueurs sur des fronts qui sont utilisés pour charger des fronts et éteindre ceux qui sont peu utilisés. Pratique. Donc tout ça, c'est programmable. C'est une autre caractéristique importante. Alors il y a des gens qui sont derrière ça, qui s'intéressent beaucoup à ça. Alors ça, j'ai mis ça parce que de temps en temps, on se dit, tout ceux-là ne se nourrissent pas de pizza, donc ça donne une petite idée. Il y a quelques personnes qui s'en occupent. Et il y a une fondation qui est derrière OpenStack, qui regroupe aujourd'hui 15 834 membres. J'ai mis un plus parce que généralement, ça a tendance à changer à la hausse. Donc je remets à jour régulièrement ce slide. Et dans 136 pays, et il y a 850 sociétés qui contribuent à ce projet. J'ai mis aussi la petite ligne sur les 10 millions de dollars de financement assurés en début d'année à chaque fois par les différents membres de la fondation, pour juste donner un ordre de grandeur du nombre de pizzas que ça fait. Pas mal. Alors comment ils font, ces gens-là, pour travailler? On va regarder... ah oui, c'est pratique cet écran de retour. Surtout quand on change l'ordre à la dernière minute. Désolé. Donc c'est quoi la taille du projet? Alors je sais que la taille d'un projet ne se mesure pas forcément en ligne de code ou en commit, mais c'était pour donner un ordre de grandeur. Depuis le début du projet, ça représente ça. C'est pas mal. Ça fait 2-3 trucs. Alors c'est pas un très très vieux projet. Alors pour ceux qui veulent savoir s'il y a beaucoup de lignes blanches dans les lignes de code, il y a une autre analyse là, puis on voit l'âge du projet du coup. On voit aussi le langage. S'il y a des développeurs Python dans la pièce, s'ils veulent contribuer à un projet qui a un petit peu d'élan, ça peut être intéressant. S'ils veulent vraiment, ils peuvent m'appeler, je suis sûr que je pourrais leur donner quelques idées. Alors du coup, quand on veut rentrer dans un nouveau projet, c'est comme dans votre entreprise. Parce qu'évidemment, si on regarde ce projet-là, c'est pour que vous puissiez en tirer des leçons, des idées, des enseignements, pour vous travailler avec des équipes qui sont peut-être distribuées, comme vous dans cette pièce. Ou peut-être pire, ils sont peut-être très très loin, dans un autre des 136 pays qui contribuent à ce projet. Et donc quand vous accueillez quelqu'un dans votre équipe, dans votre entreprise, forcément on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc vous faites attention à ça. Et dans le projet c'est pareil. Donc on dit, on dit qu'on est ouvert, on dit qu'on est open cloud. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc on explique ça. Et puis bien sûr on explique ça et on fait attention à une chose, c'est voilà. On fait attention à une chose, c'est à collecter du feedback sur ce que l'on dit. Et dans de nombreuses pages qui décrivent le projet, qui décrivent ce qu'il est, on va trouver cette idée de donner du feedback. De vous encourager à dire ce que vous pensez de tout ça. Ça vous rappelle des trucs, ça, hein? Donner du feedback pour pouvoir améliorer les choses, c'est pas mal, ça. Hein? Il y a une autre chose qui est importante, c'est que toutes ces pages sont sur un wiki. Donc, bien entendu, vous pouvez contribuer. Alors, il y a pas mal de pages qui sont soumises à une validation. C'est un wiki avec une validation pour certaines pages. Entre autres, les pages qui définissent les règles, bizarrement.
Et on vous explique comment contribuer, comment vous allez apporter votre contribution. Vous êtes venu dans ce projet, vous avez envie de venir dans ce projet, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc on va expliquer ça, dans le détail, comment ça fonctionne. C'est comme dans votre entreprise. Ces règles-là, il faut qu'elles soient établies, il faut qu'elles soient définies, il faut qu'elles soient claires. Et on va accompagner une personne, quand elle va arriver, pour qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne. Marche pareil. On va définir les principes, parce que comment faire des choix techniques si on ne connaît pas les principes généraux? Alors évidemment, si ces principes sont extrêmement détaillés, extrêmement longs, c'est difficile de les comprendre, et du coup, ça va être peut-être difficile de prendre des décisions qui sont en accord avec ces principes. Alors on va jeter un petit coup d'œil aux principes qui définissent l'ensemble du projet OpenStack. Les voilà. Ce qui, normalement, devrait vous permettre de prendre suffisamment de bonnes décisions par rapport à votre stratégie d'implémentation, par rapport à votre façon de coder ou par rapport à votre façon de faire plein de choses pour le projet. La question à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on peut enlever de tout ça pour qu'il reste juste ce qu'il faut. Je vous rappelle aussi des principes de simplicité qui peuvent être intéressants à utiliser. Alors vous allez évidemment parler d'outils, parce que c'est très important. J'ai vu dans les méthodes agiles ce matin, on a regardé le manifeste avec Alistair, il a dit les outils c'est important. On est d'accord? On va continuer. Donc on va pouvoir rentrer. Alors comme on est dans une équipe super distribuée, on va utiliser des mailing lists, on va utiliser IRC. IRC c'était un peu avant la messagerie instantanée de Facebook, pour ceux qui ne savent pas. Décidément, j'ai un bon client pile en face de moi. C'est merveilleux. Chaque fois que je dis une bêtise, il rigole. Et on va utiliser de quoi pouvoir travailler ensemble à distance. Alors, il y a des outils qui sont plus adaptés que d'autres. Ils sont peut-être pas super, ces outils. On aimerait bien les faire évoluer. Mais arriver à une certaine taille, c'est pas si facile. Alors, il y a des projets pour remplacer ça. Alors pour ceux qui sont habitués à utiliser des super gestionnaires de projets agiles en ligne, Launchpad, ça va peut-être leur paraître un peu rustique, un peu inadapté pour un projet de cette taille. Et c'est vrai, c'est pas très très pratique. Mais bon, on fait avec. En parallèle, on est en train de développer un autre projet pour remplacer Launchpad. Alors, là, oui, d'accord. Voilà. C'est perturbant, ça. On va y arriver. Donc voilà, alors voilà. Non. Voilà. Donc on va parler du cycle de release. Ce qui est assez important dans les logiciels libres, ce qui a été vu, c'est qu'à une époque où on ne savait pas vraiment quand allait sortir la prochaine version. Et souvent, les logiciels libres sont constitués de d'autres logiciels. C'est un assemblage de plein de logiciels différents. Et quand ça commence à être un assemblage de plein de logiciels différents, ça devenait difficile d'avoir une date de rencontre. Donc il y a des logiciels, alors les plus visibles qui ont fait ça, c'est des distributions Linux, donc l'operating system de votre ordinateur ou d'un serveur. Et pour engager toute la communauté, tous les logiciels qui contribuent à une distribution, pour les engager à essayer d'avoir une date de rendez-vous commune, ils ont fait des dates de rendez-vous fixes pour la distribution. Et donc si vous étiez prêt pour la distribution, vous pouviez être dans la nouvelle version. Si vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas dedans. Et donc dès le début d'OpenStack, la décision, ça a été de prendre et de suivre un rythme comme ça. C'est-à-dire qu'on ne retarde jamais le projet, on ne retarde jamais la nouvelle version, mais en fait, on change les fonctionnalités qui sont dedans. Soit vous êtes prêt, vous êtes dedans, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas dedans. C'est aussi simple que ça. Et de temps en temps, quand je regarde les projets dans les grandes entreprises ou dans les entreprises moins grandes, si on appliquait cette méthode-là, on pourrait peut-être trouver ça sympa. Alors évidemment, vous qui êtes des agilistes convaincus, vous savez bien que ce n'est pas forcément la date qu'il faut changer, mais c'est plutôt le contenu de ce qu'on met dans le projet. Mais ce n'est pas forcément évident à piger. Alors le deuxième truc qu'on voit en dessous, les 4 phases principales du projet, peuvent paraître un peu moins agiles. Une phase de planning, une phase d'implémentation, une phase de pré-release.
Ça paraît un peu moins agile. Ça. Alors du coup, quand on regarde, en fait, on voit qu'on est libre, pour chacun des projets qui constituent OpenStack, de choisir son cycle, de choisir son rythme, de choisir sa façon de travailler. Le principal, c'est de s'assurer qu'on soit au rendez-vous. Et c'est pareil pour les phases de planning. Une phase de planning ou une phase de test, ça veut dire que le focus principal de l'ensemble des contributeurs, c'est d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'on voudrait dans la version à venir. C'est la principale focalisation. Quand on est juste avant la release, c'est d'encourager qu'on regarde tout ce qui va empêcher la release. Donc on va essayer de se focaliser sur les corrections de bugs qui ont été trouvées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bugs dans des fonctionnalités qu'on aimerait avoir dans la release. Parce que sinon, elles sortiront de la release. D'accord? Donc c'est juste une idée de focalisation. Mais bien entendu, tout au long de la vie du projet, à n'importe quel moment, on peut créer des nouveaux blueprints pour des fonctionnalités, pour des nouvelles fonctionnalités. On peut corriger des bugs ou c'est juste une idée de focaliser l'ensemble des personnes. Alors du coup, ça fait quelques versions qu'on fait. Hop. Bon, ça, tac, voilà. Et Icehouse sort là dans les jours à venir. Et la prochaine release, ce sera à l'automne, et ce sera Juno. Donc ça donne ça à peu près. Entre chaque release, entre chaque lettre de l'alphabet, il y a 6 mois. Puis entre les deux, il y a des milestones principaux pour se donner des points de rendez-vous, des points de rencontre sur ce qu'on aimerait avoir sur un milestone. Bon, après, il y a des notions de maintenance de la version. Ce qui fait qu'on va s'engager à maintenir une version pendant un certain temps. Bon, ça, c'est d'autres sujets. Donc le planning, ça donne ça. Oui. Donc voilà, on sait que la prochaine release, c'est le 17 avril. C'est bientôt, pour Icehouse. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va s'intéresser à la suite de ça. Alors du coup, ça impose que nous, chez Innovance, pour la société qui va contribuer à ça, on a adapté notre cycle à ces 6 mois. Alors nous, on a un cycle de développement de produits qui veut donner des rendez-vous tous les 3 mois. C'est pour pouvoir dire au marketing et aux ventes, pour leur donner de la visibilité sur leur roadmap, parce qu'ils aiment bien pouvoir dire voilà ce qu'on a aujourd'hui et voilà ce qu'on aura plus tard. De temps en temps, c'est pas exactement vrai, parce que de temps en temps, il y a des trucs qui arrivent plus vite que ce qu'on avait prévu, parce qu'il y a des clients qui en ont vraiment envie, tout ça. Puis de temps en temps, sur le projet OpenStack, il y a des choses qui accélèrent plus vite, donc on en bénéficiait avant ce qu'on avait prévu de pouvoir le fournir. Et nous, dans ce planning de 3 mois, on a des rythmes d'itération de 2 semaines. Alors les 4 semaines que vous avez vues après la release, c'est 4 semaines qui sont dédiées au planning, donc c'est les 4 semaines qui démarrent le cycle de 6 mois, où on va s'intéresser à faire du design, à vraiment aller plus loin, c'est-à-dire au-delà d'une idée, on va aller creuser une idée. Et on va le creuser collaborativement, on va le creuser collectivement. Et on va donc travailler avec des gens qui s'intéressent à ce sujet, qui sont positionnés dans le monde entier. Et on va utiliser les moyens qu'on a à notre disposition. Alors soit c'est des discussions asynchrones sur des mailing lists ou via les outils de design, soit c'est des discussions synchrones sur IRC, soit en montant des ponts téléphoniques ou des vidéoconférences à la demande. Ça finalement c'est pareil partout, on pourrait le faire de la même façon partout. Et on va s'intéresser à ça fonctionnalité par fonctionnalité. Ou disons fonctionnalité par fonctionnalité. On va regarder ça comme ça. Et puis la fin du processus, c'est essayer de cibler ce qu'on a envie d'avoir dans la prochaine release ou ce qu'on voudra après. C'est quoi les musts de la prochaine release? C'est quoi ce qui pourrait être dedans? Puis quoi ce qui sera définitivement en dehors? Pour savoir aussi, pour permettre à tout le monde, à tous les contributeurs, de savoir où mettre leurs efforts. Parce qu'on va avoir des tas de sociétés, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des tas de contributeurs indépendants. Il faut leur donner une idée de qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans la prochaine release. Et donc tout le monde va participer à définir ça, et tout le monde va participer à coder derrière. Et on utilise, voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu rustique, on utilise un Launchpad qui permet de voir toutes les fonctionnalités, tous les blueprints, et de suivre toutes les discussions qui ont lieu sur chaque fonctionnalité. Puis de savoir du coup si c'est approuvé ou si c'est en cours de discussion. Et alors il y a une personne qui va travailler là-dessus, c'est quelqu'un qui va être un project team leader. Un project technical lead, ouais.
L'idée, c'est que pour chacun des projets dans OpenStack, il y a quelqu'un qui va être élu et qui va avoir ce rôle d'animer la discussion autour des blueprints, autour des nouvelles fonctionnalités pour ce projet. Le projet est lui-même composé de plein de petits projets. Donc il est élu par ses pairs pour une durée de 6 mois, et à chaque release, ça change. Généralement, ceux qui sont élus, une fois, font un cycle de release, parfois 2, mais rarement plus, parce que c'est un gros boulot, et souvent c'est des développeurs, et ils ont plus envie de développer que d'animer les discussions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a pas mal qui ont envie de jouer ce rôle, et ça se passe relativement facilement et assez fluidement, les élections. Mais c'est élu par les contributeurs. Alors pour avoir la possibilité d'élire un project team lead, il faut être contributeur sur ce projet en question. Voilà, c'est tout. Ça veut dire avoir vraiment fait quelque chose sur le projet. Alors on verra que pour nous, par exemple, quand on accueille une nouvelle personne qui n'a jamais été contributeur sur OpenStack, sa première mission dans le premier sprint auquel il va participer, ça va être d'avoir un change qui soit mergé sur OpenStack. Et on va l'accompagner pour faire ça. Un change. Un change parce qu'il y a tout un process à comprendre, à suivre, qui n'est pas si évident que ça, et qui mérite qu'on s'y attache et qu'on regarde ça bien dans le détail pour bien comprendre comment ça fonctionne. Bien dans le détail. Donc nous, on a un product owner par équipe produit, et on a 4 produits que l'on développe en parallèle, qui sont complémentaires, et qui utilisent tous OpenStack comme base, et qui contribuent tous à OpenStack, puisque les fonctionnalités de nos produits, si elles sont dans nos produits, c'est qu'elles sont dans OpenStack. Après, il y a un assemblage qui est fait entre nos produits et une adaptation pour nos clients, qui apporte de la valeur par rapport à OpenStack pur, mais sinon, toutes les fonctionnalités qu'on développe sont dans OpenStack. On ne veut surtout pas forker ou faire quelque chose qui soit divergent, parce que sinon, la prochaine version, on a tout perdu. Et on est quand même un peu moins nombreux que tous les contributeurs. Donc on ne pourrait jamais rattraper l'écart. Ou alors on passerait tout notre temps à rattraper l'écart. Donc on s'organise, comme je vous l'ai dit, pour traiter toutes nos réunions. Mais en fait, tout ça, là, je viens de parler de plein de choses sur le projet, et j'ai presque jamais parlé de personne. Et toutes ces personnes qui discutent à distance par IRC, c'est en mode texte, hein, qui discutent par mail sur des mailing lists, qui discutent parfois en vidéoconférence, ou parfois même juste en conférence téléphonique. Comment elles font pour discuter alors que nous, parfois, dans la même société, à 3 bureaux d'écart, on a du mal à se comprendre avec quelqu'un qui est pas là, bon, il est un peu nouveau, ou alors on l'aime pas trop, ou bon, on n'a jamais parlé avec lui, parce que bon... Comment ils font pour réussir à discuter? Le truc qui est important qu'on retient, et ce qui est important quand on veut travailler avec des équipes distribuées, c'est que des équipes distribuées, ça va vous coûter, de toute façon, très cher en déplacement et en hébergement. Ça veut dire que tous les 6 mois, tous les développeurs, tous les contributeurs du projet, ils se retrouvent à un summit. Alors là, c'était Portland, mais il y en a eu à San Diego, il y en a eu à Hong Kong. Le prochain, là, en mai, est à Atlanta. Le suivant, à l'automne, ce sera moins cher pour nous, c'est à Paris. Si vous avez envie d'y aller, c'est l'occasion. Vous êtes développeur Python, tout ça. Et là, ils vont se retrouver pendant une semaine à travailler ensemble. À travailler pour... on est dans la phase de design, le summit clôture la phase de design, à travailler sur le design des nouvelles fonctionnalités. À faire des marathons pour développer une fonctionnalité, ou pour corriger un truc, ou pour faire une revue de l'architecture de quelque chose. À travailler ensemble. Donc c'est des gens qui travaillent d'habitude à distance, qui sont de plein de sociétés différentes, et qui vont se retrouver là. Alors pour Innovance, c'est aussi l'occasion de rassembler des personnes qui travaillent à plein de bureaux différents, ou qui travaillent en remote aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en Inde, qui sont à Paris, qui sont à Montréal, qui sont dans plein de villes en France, en Allemagne, aux États-Unis, il y en a un peu partout. Donc c'est aussi l'occasion de les rassembler tout cela, parce que du coup ça fait d'une pierre deux coups, pour rassembler les gens qui travaillent avec nous. Donc ils vont travailler pendant une semaine, tous ensemble. Et cette période-là où ils vont être tous ensemble, où ils vont prendre le petit déjeuner tous ensemble, travailler, manger le midi, manger le soir, parfois boire, tous ces moments-là vont permettre qu'ils se connaissent vraiment et qu'ils puissent travailler à distance après. Mais si vous voulez faire travailler des gens à distance, le premier truc, c'est qu'il faut qu'ils se soient vus, qu'ils se soient parlé, qu'ils aient mangé ensemble, qu'ils aient pris le café, qu'ils aient discuté, qu'ils aient vu d'autres choses, qu'ils aient vécu d'autres choses. Sinon, ils ne travailleront pas ensemble. Jamais.
Ils collaboreront pas. Là, ils collaborent vraiment. C'est étonnant, même dans les discussions, il y a des gens qui disent « je lui ai parlé ». Il dit « je lui ai parlé, mais je lui ai vraiment parlé ». Non, en fait, il lui a juste dit un truc sur IRC, ils ont une conversation sur IRC, mais c'est l'équivalent de lui avoir parlé. Il y a des gens qui arrivent à dire bon, « il n'est pas très content quand même aujourd'hui ». Tu sais ça comment? Vous êtes parlé en mode texte. Bon. Et au Summit, c'est aussi l'occasion d'essayer de faire évoluer nos pratiques. Bon, par exemple, là, il y avait une conférence sur comment utiliser des personas pour mieux comprendre les fonctionnalités nécessaires pour les utilisateurs du projet. Bon, voilà, c'était une idée. Il y en a plein, évidemment, des conférences. Ça, on pourrait l'imaginer dans une entreprise, dans une grande entreprise ou dans des grands projets, où on a plein d'équipes un peu disséminées. On pourrait très bien imaginer que régulièrement, on a un summit pour se rassembler, pour se dire ce qu'on a fait, pour faire des talks là-dessus, et pour travailler ensemble sur le design. Et après, pouvoir aller se répartir à nouveau. On pourrait l'imaginer, on devrait l'imaginer, on devrait sûrement le faire. Dans pas mal de cas. Et peut-être même dans des projets où les gens ne sont pas si loin que ça. Hein. À quelques étages d'écart, parfois, faire un summit, ça pourrait valoir le coup. Et ça, comme ça, on va pouvoir travailler avec des gens qui sont distribués. Alors, vous allez me dire, autant travailler avec une équipe toute réunie dans la même pièce, parce que ce serait quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai. Sur la dernière release, il y a plus de 900 développeurs qui ont contribué. Donc vous voyez que la taille de la pièce serait problématique. On commencerait à pouvoir avoir des pièces ici, là, dans ces hôtels à Disneyland. Mais je ne suis pas sûr que de réunir 900 personnes dans une pièce nous aiderait vraiment. Donc a priori, la solution n'est pas vraiment là. Vous pourriez me dire, oui, mais à ce moment-là, on pourrait quand même réunir des petites équipes colocalisées au même endroit. Ben oui, mais on a des problèmes de compétences sur ces projets-là. Nous, on recrute plutôt les gens en fonction des compétences qu'ils ont, des affinités qu'ils ont avec certains projets, des envies qu'ils ont pour développer sur tel ou tel projet, etc. Ben, on les recrute où ils habitent. Hein. Et on ne va pas dire à un gars qui habite à Hambourg de dire bah, « oui, tu viens au bureau de Paris, c'est le plus près de toi, donc tu vas venir travailler à Paris. » Ah non, il n'a peut-être pas envie. C'est comme ça. Donc, on accepte le mode distribué. Donc 900 développeurs qui travaillent ensemble, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça pose des petits problèmes de qualité de code. Vous êtes d'accord avec ça? Une petite session de jeu avec la télécommande. Hop. Non, ça ne peut pas être moi, puisque j'ai su le faire une fois. Non, on est d'accord. Et alors comment ça marche? On va regarder un peu la phase d'implémentation. Je fais du code. Je vais aller par là, tiens. Je fais du code. Et vous connaissez ça? L'interface vous parle? Vous dit quelque chose? Quelques-uns d'entre vous? Ouais? Non? Bon, c'est un truc qui s'appelle Gerrit. Alors Gerrit, ça permet de faire de la code review, de la revue de code. Donc vous utilisez des dépôts, des gestionnaires de version, des trucs comme CVS ou Git, ou Git peut-être? Ouais. SVN, ouais. Bon, alors ça c'est un truc qui utilise Git, et ça vous permet de, quand vous poussez un change, vous le poussez là, et on va voir les différentes changes qui sont poussées, et on va pouvoir voir le diff entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Et quand vous poussez un changement, vous ne pouvez pas le merger. Il faut qu'il soit revu pour qu'il puisse être mergé. Donc tout le code que vous allez faire va forcément être revu. C'est une pratique assez intéressante. Alors, il y a deux vertus à ça. Des vertus en termes de qualité, de respect de certaines règles, tout ça. C'est bien. Des vertus en termes d'apprentissage, parce que quand vous faites de la revue de code, souvent pour rentrer sur un projet, vous commencez par faire de la revue de code pour étudier la base de code, pour regarder comment les autres codent, pour apprendre. Et donc en alternant code et revue de code, vous apprenez quand même énormément sur la base de code, sur les pratiques, puis vous voyez les commentaires et c'est quand même super intéressant. Donc ça, c'est un dispositif qui permet de faire ça. Et vous voyez, il y a des petites coches vertes là à droite, ou des petites croix rouges, qui vont vous dire si le change va passer ou pas. Alors la première colonne, c'est Jenkins qui va exécuter les tests. Et parce qu'avant que qu'un humain regarde votre code, en fait, on va quand même jouer les tests. Bon, quand vous avez une croix rouge que Jenkins vous l'a donnée, généralement, c'est assez rarement validé. C'est bizarre. Quand vous avez des -1, généralement, il y a assez peu de gens qui vont regarder la suite. Et ce qu'il vous faut pour que votre code soit mergé, c'est d'avoir 2 + 2.
Alors sur un projet comme OpenStack, il y a beaucoup de développeurs, et sur chaque projet, pour permettre à des nouveaux développeurs de rentrer, en fait, on a mis une notion de core développeur, une espèce de hiérarchie un peu bizarre, où les core développeurs sont cooptés par les autres core développeurs, parmi les autres développeurs. Bah, vous êtes contributeur au projet, vous avez fait de la revue, vous avez fait des contributions, et à un moment donné, on va vous proposer de devenir core développeur. Il n'y a pas d'élection, vous ne pouvez pas candidater, on va vous le proposer en fonction des contributions que vous faites. Et quand vous êtes core développeur, alors vous avez le droit de mettre un +2 sur un changement, au lieu de mettre un +1. Et pour que le changement de quelqu'un soit mergé, il faut 2 + 2. Alors pourquoi 2 core développeurs? Pourquoi le faire regarder par 2 personnes? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 850 sociétés qui contribuaient au projet. Il y a des petites règles qui font que, pour éviter qu'il y ait certaines sociétés qui prennent le pouvoir et qui orientent les projets comme elles ont envie, vous ne pouvez pas avoir 2 + 2 de core développeurs de la même société. C'est juste une petite sécurité au cas où. C'est une petite sécurité. Hein. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut faire un revert de à peu près n'importe quoi, donc c'est pas très grave non plus, mais c'est une petite sécurité pour assurer que le projet n'est pas mal orienté. Bon, généralement, les gens ne font pas de bêtises, hein, parce que s'ils essayaient de magouiller, ça se verrait, et donc ils se feraient sortir. Hein. C'est quand même pas les bisounours. Hein. Ils sont plutôt sympas. Alors du coup, ça empêche d'avoir des extraits de code comme ça. Je ne les ai pas pris dans OpenStack, ceux-là. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir du code et de voir des commentaires où vous vous êtes dit bah non, bah non, tu peux pas me dire ça, quoi. Comment je vais faire maintenant? Bah ouais, c'est quand même... Alors ça arrive rarement dans ces projets-là parce que vous ne pourrez jamais merger du code avec des trucs en disant « mais si, ça marche, je suis sûr que ça marche ». Alors ça vous permet d'apprendre et de développer vos compétences sur un projet. Alors ça nous pose un problème, c'est que du coup, comme vous avez tendance à vous focaliser sur un projet, vous devenez expert d'un projet. Et on a un gros problème chez Innovance, c'est qu'on a des experts. Et que normalement, quand on a une belle équipe agile, on a des gens qui ont toutes les compétences, qui peuvent être interchangeables, qui peuvent tous contribuer aux mêmes stories. Ce serait vraiment merveilleux, magique. Bon, là, on a quand même des petits soucis. C'est qu'en effet, quelqu'un qui fait du développement de virtualisation de réseau, il passe rarement au stockage objet juste derrière, ou au bloc storage. Il a un tout petit peu de mal à rentrer dans la base de code du projet correspondant. Alors, il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses vraiment, ça lui passe complètement au-dessus. Et il ne peut pas travailler directement sur, à partir d'une expression de besoin, à partir d'une story, à savoir comment il va faire pour implémenter ça. Quelqu'un qui connaît la base de code peut déjà commencer à guider les autres. Donc il va être important de travailler avec ses experts pour faire un découpage en tâches en équipe qui permette à d'autres de contribuer et à d'autres de monter en compétence sur le projet progressivement. Mais on se retrouve quand même avec des experts, ou des groupes d'experts. On essaye d'éviter de faire des SPOF, mais oui, des single point of failure, comme dans les infras. Oui, on fait de l'infra. Donc d'éviter d'avoir une personne qui sache ça, et puis c'est le seul. Parce que ça fait toujours un peu peur, ça, quand même. Je vous ai pas dit qu'on testait, mais si, je vous ai dit que Jenkins exécutait les tests. Et vous connaissez, lui? Vous reconnaissez Jeff Sutherland, comme tout à l'heure? Non? Toujours pas? Vous savez qui c'est? Ouais. Ouais. Bon, je suis définitivement trop vieux, d'accord, merci. C'est Ghostbusters, c'est Zool, le geek. Mais ouais! Mais oui! Et donc Zool, qu'est-ce qu'il fait? C'est un des projets d'OpenStack qui permet, quand vous amenez du code, vous allez jouer des tests. Mais quand vous êtes 900 développeurs, quand vous allez jouer les tests, certes, on crée des environnements à la demande pour pouvoir jouer des tests. Certes, il y a une capacité, évidemment, dans le cloud qui est tout à fait accessible à tous. Mais à un moment donné, il y a quand même des réalités physiques qui font que vous ne pouvez pas exécuter des tests. Donc il y a Zool qui va gérer tous les tests et tout l'enchaînement des tests, qui va organiser tout ça, ordonnancer tout ça pour tous les projets, et qui va pouvoir vous donner un statut en continu de qu'est-ce qui se passe, où on en est, et qui va tout coup pouvoir envoyer les informations pour la suite. C'est pas mal, hein? Alors ça, c'est super pratique quand vous commencez à être beaucoup sur un projet, à pouvoir gérer, puis avoir beaucoup de types de tests à jouer, qui soient fonctionnels, unitaires, ce que vous voulez. Du coup, vous pouvez faire gérer ça et ordonnancer ça. Donc c'est aussi un logiciel libre, hein, bien sûr.
vous avez des trucs comme ça. Et le dernier point que je voudrais regarder avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait une version et qu'est-ce qui se passe quand ces 900 développeurs disent moi c'est bon, ça marche sur ma machine. Ah non, ils ne peuvent pas faire ça. Quand est-ce qu'on a le vrai produit, quoi? Elle est quand la vraie version? En fait, elle est tout le temps. Ouais, hop, on va revenir en arrière. Elle est tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule branche. Alors, je fais un petit raccourci. Il y a une seule branche. C'est une branche master. Tout le monde développe sur le master. On peut faire des branches pour des fonctionnalités, mais on revient sur le master. Et quand on crée une version, alors, ça c'est la version Milestone Propose, non? On crée une version, et si on trouve des bugs sur cette version, on ne les corrige pas. On les corrige sur le master, bien sûr. Et on va les backporter sur la version. Alors c'est intéressant, je dis ça parce que dans quelques projets que j'ai vus, quand à un moment donné on fait la branche de version, tout d'un coup tout le monde se met à corriger des bugs sur la branche de version, et la version d'après, on retrouve les bugs de la version d'avant qu'on n'avait pas corrigés. Et là on se dit, non, pourquoi? Donc ça c'est pas possible. Ils ont décidé que ce serait pas possible, on fait tout le temps comme ça. Alors vous avez bien compris que comme c'est un projet composé de plein de petits projets, en fait il y a plein de branches master pour tous ces projets. Ça permet quand même de gérer les choses. Mais tous les jours, on a une version. Je dis pas qu'elle n'a pas de bug, mais on a une version qui marche. C'est pas mal, hein? Ouais. Et ce modèle-là de gestion de branches, je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur comment gérer mes branches. Je crois que celui-là, il est assez intéressant à étudier pour ceux qui se posent ce genre de questions. Donc voilà, on livre en continu. Et alors nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on livre en continu et on teste deux choses. C'est notre capacité à le déployer sur une architecture de référence, parce qu'à un moment donné, ça se déploie quand même sur des vraies machines, et notre capacité à mettre à jour quelque chose qu'on a déjà déployé avec la version d'avant. Oui, histoire que la mise à jour, quand même, ça puisse se faire. Alors mettre à jour une infrastructure cloud, ça pose 2-3 problèmes pour nous. Parce que vous savez, les gens, ils ont allumé des VM, c'est des trucs, puis c'est un serveur web qui tourne et qui doit tourner 24/7. Et vous vous dites, mais c'est pas grave, moi je vais faire la mise à jour du logiciel qui tient l'infra en dessous des VM. Bougez pas, je la jette en l'air, je mets à jour en dessous et hop, elle retombe. C'est ce moment-là qu'on teste. C'est pas ça pourrait comme ça, enfin, bon, à 2-3 détails près. Donc forcément, c'est intéressant de le tester. Donc c'est ce qu'on teste en continu. Ça c'est la partie un petit peu bizarre du truc à faire. Et en fait, on va être pas mal, je crois. On va être bien, je vais ralentir un peu. En conclusion, ce qui se passe dans une communauté comme ça, dans un groupe de développeurs qui est assez grand, je pense qu'on pourrait le reproduire dans n'importe quelle organisation. Ça a quelques contraintes de travailler en étant très nombreux et en étant distribués, mais finalement, en se connaissant bien, en prenant le soin de se connaître suffisamment, en ayant une totale transparence sur ce qui se passe dans le projet, à tous les niveaux du projet, toutes les décisions sont transparentes et sont loguées en texte, vous pouvez accéder à toutes les discussions et toutes les décisions, d'avoir l'ensemble de cette vue, la décision sur l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des commentaires, pouvoir revenir dans chaque discussion pour comprendre pourquoi on a décidé ça, ça a énormément d'intérêt et ça permet aux contributeurs de faire des choix qui sont pertinents. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment reproduire et qui permet de faire travailler des gens en mode distribué, sans que ce soit juste, en effet, ce qui était évoqué tout à l'heure, des mailbox qui reçoivent des décisions et ils se disent « mais en fait, on a encore changé depuis hier, quoi. Je comprends vraiment rien ». Là aussi, il y a des trucs qui changent, mais vous pouvez toujours participer aux décisions et quand vous n'y avez pas participé, vous pouvez accéder à la discussion qui amène à la décision. Et ça vous aide à comprendre. Et donc ça pourrait être un modèle qu'on puisse répliquer. Donc l'idée, c'est ça. Le seul truc qui me paraît important dans les équipes distribuées, c'était 5 petites minutes quand même, c'est de créer les conditions de la collaboration et que si vous voulez travailler avec des équipes distribuées, c'est passer du temps ensemble. Ça va vous coûter quelques bières, éventuellement. Ça dépend du pays avec qui vous allez travailler. Mais c'est essentiel. Sinon, la collaboration est impossible. Et distribuer, parfois, ça peut être à quelque part. On ne mesure pas à quel point 2 équipes qui sont dans 2 bureaux différents, ça devient vraiment 2 équipes. Et qui s'éloignent
progressivement et qu'il faut rassembler les régulièrement. Et donc, du coup, comme je vous l'avais promis, on va pouvoir utiliser le temps qui nous reste pour des questions. Voilà. Merci à vous. Oui, c'est vous. Et il faut le micro. C'est pour ça que je me disais, vous avez bien, dans la journée, bien maîtrisé le coup de la question, le micro. Hein. Oui, première question, c'est juste sur les sommets. Là. Comment s'organise la répartition des dépenses? Enfin, qui est-ce qui paye en fait? Alors en fait, c'est la fondation qui paye. Et la fondation, il y a les contributeurs principaux de la fondation, les membres de la fondation. Il y a différents niveaux de contribution et il y a des montants à payer pour être membre de la fondation à certains niveaux qui dépendent de votre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, Innovance, qui est une société pas très grosse, ils sont membres Gold de la fondation, mais ils ne payent pas tout à fait la même chose que d'autres acteurs qui sont un petit peu plus gros. Donc c'est quelques centaines de milliers de dollars par an. Donc ça fait partie, ça permet de financer les summits. Et sur chaque summit, il y a la possibilité de faire du sponsoring. Donc la fondation cherche des sponsors et va utiliser des sponsors. Donc ça va être des sponsors avec de l'affichage ou des possibilités d'avoir un créneau en keynote ou des trucs comme ça, qui vont contribuer à financer l'événement. Et qui vont faire aussi des financements pour permettre de financer les voyages ou l'hébergement de certains développeurs qui n'ont pas les moyens, ou de certaines sociétés qui n'ont pas les moyens, qui sont trop petites, pour pouvoir aller au summit. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors moi je pose une question à l'autre bout du spectre, un peu plus sur les aspects techniques. Je voulais savoir, pour l'intégration continue, vous parliez de dizaines de masters, de repositories de projets différents, qui contribuent tous finalement à une même baseline produit. Ouais. En termes d'intégration continue, est-ce qu'il y a une espèce de super master qui récupère tout le source de tous les repos et qui fait un build, ou est-ce qu'il y a un système où chacun build, met à disposition ses composants dans un gestionnaire de dépendance, un Maven ou autre, et ensuite il y a, la construction se fait en assemblant ces différents artefacts compilés binaires. Ouais. En fait, c'est la deuxième option qui est la bonne. Mais alors ça, ce serait assez intéressant. Alors c'est documenté, et je ne suis pas assez bon techniquement pour rentrer dans le détail, mais c'est documenté et c'est assez bien expliqué. Donc ça vaut le coup de regarder comment c'est fait, parce que je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour certains projets. Il y a eu plein de discussions là-dessus au départ, et en fait, chaque fois qu'un nouveau projet a été créé, parce qu'au départ, il y avait deux projets, hein, il y avait du compute et puis du stockage. Il y avait deux projets. Au fur et à mesure, on a extrait de ces projets d'autres projets. Et donc, au fur et à mesure qu'on a extrait des projets, il y a eu des discussions sur comment on build. Parce qu'au début, quand il n'y avait que du compute et du stockage, c'était facile. Enfin, c'était facile. Voilà, au fur et à mesure qu'on a créé des projets, surtout des projets communs, comme l'authentification, par exemple, Keystone, du coup, comme il est utilisé par tous les autres, il y avait besoin de se poser des questions, comment ça se gérait, comment on fait le build en fait, de l'ensemble. Il faut voir qu'on peut installer certains projets indépendamment des autres. On peut très bien monter un cloud de stockage uniquement. On n'a pas besoin de tout. On peut ne pas faire de compute, par exemple. Alors moi, je voulais savoir, en fait, actuellement, de ce que j'ai compris, il y a 900 développeurs qui participent sur les différents projets. Et je serais intéressée de savoir, ça a mis combien de temps d'arriver à stabiliser, enfin, là on voit bien une équipe bien rodée avec tous les process, l'intégration continue, les tests, pour livrer, faire des releases de qualité dans les temps. Et ça a mis combien de temps? Alors le projet a 3 ans. D'accord. Et la chance qu'on a eue, c'est que le début du projet, il y avait pas mal de gens qui avaient pas mal d'expérience d'autres projets libres. Et donc ils savaient qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait impérativement avoir. Alors après, ça a énormément évolué avec le temps, donc il y a plein de choses que j'ai montrées là qui sont assez récentes dans le projet. Le gatekeeper Zool, c'est assez récent parce qu'au début, il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait pas suffisamment de choses à lancer en parallèle pour que ça ait du sens. Et ça a démarré, en fait, c'était quoi la taille de l'équipe initialement? Ça a démarré à 900? Non. Au départ, c'était juste une société. Il y avait Rackspace et la NASA qui ont contribué à la première version. Et après, ils ont rendu le projet libre et ils ont créé une fondation pour qu'ils sortent de Rackspace et la NASA. Donc une fois qu'ils ont créé la fondation, il y a d'autres sociétés qui ont pu se joindre au projet.
Et puis ça a grandi progressivement. Les premiers summits, il y avait 300 personnes. À Hong Kong, il y avait 4500 personnes. Donc, Parce que, en fait, moi je pensais initialement avant de venir à la présentation qu'on allait parler des difficultés à travailler à distance pour une équipe de dev, mais j'avais pas du tout imaginé une équipe de dev de 900 personnes, parce que ça, je me dis, même si on est dans la même boîte, dans la même ville, enfin, le même bâtiment, c'est déjà, honnêtement, je pense que l'outillage est quand même assez costaud, et puis les contrôles, et puis rien que la GC. Je pense que c'est quand même... alors, nous, chez Innovance, l'équipe de dev, elle est beaucoup plus petite. Comme je disais, l'équipe technique, ça fait 60 personnes. Les gens qui font vraiment du développement sur les produits, il y a 30 personnes. Il y a 4 équipes, il y a 30 personnes. Donc, alors, eux, ils sont aussi distribués à travers le monde. Mais déjà, c'est plus facile et ils se connaissent forcément plus, même s'ils connaissent plein d'autres développeurs qui contribuent au même projet. Hein. Mais déjà, c'est un tout petit peu plus facile. D'abord, ils se voient plus souvent que tous les 6 mois. Et puis ils ont ils ont plus de proximité, donc c'est un peu plus facile. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a encore des failles, des risques, des choses, enfin j'imagine que c'est de l'amélioration continue, Ouais. mais quelles sont encore les failles ou les points, enfin s'il y en a, à l'échelle du projet globalement, sur l'organisation, il y a des choses qui sont un peu difficiles sur la gestion des idées et des features en amont, où on voit qu'il y a certains sujets qui mériteraient d'être traités un peu différemment, et qu'avec l'outillage pour le présenter, pour présenter une arborescence entre une épique et puis des fonctionnalités et puis des stories, ce serait pratique d'avoir cette arborescence, et on ne l'a pas aujourd'hui. Et donc du coup, la vision globale du produit. ouais. Et donc du coup, la granularité n'est pas très pratique. Donc, quand on connaît très bien la base de code, quand on connaît très bien le projet, un mode list, c'est facile parce qu'en fait, on fait la représentation dans sa tête. Quand on ne connaît pas le projet, pour rentrer dedans, c'est infernal parce que vous n'avez aucune idée de granularité entre des choses qui sont présentées dans une liste. Donc ça, c'est un problème qu'on essaie de résoudre, mais c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un gros truc. Et après, techniquement, il y a un problème, il y a pas mal de changes qui sont faits, mais qui ne sont pas mergés, qui mettent pas mal de temps à être mergés, parce qu'on n'a pas la disponibilité des core devs qui vont valider le développement. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de core devs, en fait, si le nombre de core devs n'augmente pas suffisamment en fonction du nombre de changes, on n'arrive pas à avoir de validation, et du coup, il y a des changes qui n'avancent pas. Donc après, il faut faire du lobbying pour... Alors nous, on a plein de core devs dans notre équipe, mais comme de toute façon, il faut 2 core devs, de sociétés différentes. Même si on en a un, on a déjà résolu une partie du problème, mais pas complètement. Donc il faut discuter avec les gens. Alors c'est plus facile sur les changes qui ont été bien discutés en amont, puisque tout le monde les attend. Sur les changes qui vous intéressent que vous, de temps en temps il y a un doute sur l'intérêt, ok, mais c'est plus difficile. Bon, les changes qui intéressent que vous, généralement c'est pas bon signe. Mais bon. Derrière. Ah non, il y en avait là, excusez-moi, vous avez levé la main vraiment en même temps. Il faut que vous choisissiez. J'imagine qu'il reste des bénévoles. Alors il y a des bénévoles. Souvent, il y en a, par passion, par plein de choses. C'est aussi un excellent moyen de se faire recruter. Clairement, il y a des gens qui ont envie de changer de job, qui se mettent à contribuer à faire de la revue, à écrire des tests, parfois quand ils n'ont pas été écrits avant le code. Oui, ça arrive parfois, sur certains projets qui ont été intégrés après. Et du coup, c'est une façon de rentrer dans le projet, de se faire reconnaître et de se faire recruter. Donc il y en a dans ce cas-là. Puis il y a des bénévoles par principe, quoi, qui décident qu'ils font du logiciel libre. C'est comme ça. Derrière vous. Comment sont désignés les core devs? Alors c'est de la cooptation. C'est parmi les contributeurs, parmi les core devs d'un projet, ils vont proposer à des contributeurs de devenir core dev. Vous voulez savoir comment ont été nommés les premiers core devs? Il faut qu'ils soient tous d'accord en fait. Ouais.
Non, mais les corps dev, en fait. Les corps dev d'un projet, ils soient d'accord pour que la cooptation se fasse. Donc il est proposé par un corps développeur, généralement, et il faut qu'il soit validé par l'ensemble. Ça dépend des projets. Les projets assez jeunes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a 3-4 sur Silometer, qui est un projet relativement jeune. Au début, il y avait un corps dev. Puis bon, ça a grandi petit à petit. Mais ouais, il y en a encore pas beaucoup sur ce projet-là. Il y a des projets un peu plus établis comme le stockage objet, Swift, où tu as pas mal de monde. Ouais. Je ne sais plus combien, mais il y a plus de monde. Oui. C'est toujours un petit moment de... J'ai du mal à faire une comparaison avec des entreprises plus classiques. Quand vous dites 900 développeurs, c'est 900 personnes à temps plein. C'est des gens qui ponctuellement, pendant peut-être quelques jours, vont développer un morceau de fonctionnalité. Ça fait combien l'équivalent temps plein en fait? Je ne sais pas si cette question a un sens dans votre univers. Alors je ne sais absolument pas répondre à la question. Je ne sais pas si c'est mesuré quelque part. Je n'ai pas vu du tout de tracking de temps. Nous, les développeurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est des développeurs qui sont à temps plein sur le projet. C'est un temps plein sur notre produit. Non, ils sont à temps plein sur nos produits, donc ils ne sont pas forcément à temps plein sur OpenStack. Donc déjà, je ne saurais pas faire la différence, la part des deux. Enfin, ouais, en partie si. Mais sur tous les commits qui ont été faits, on coupe on ne prend pas tous ceux qui ont un seul commit en fait. Donc ça en élimine déjà 400 ou 500 sur chaque version. Et on prend que ceux de la version donc des 6 derniers mois. C'est un écrémage. La deuxième question est un peu similaire. Quels sont les profils? Parce que 1 millier de développeurs, vous avez parlé de 15 000 contributeurs. Alors ça veut dire que les 14 000 restants, c'est quel type de profil? La question que je me pose en creux, c'est que dans une équipe telle que je la connais, on va avoir d'autres profils, des analystes métiers, des architectes, des gens qui ne vont pas produire directement du code. On retrouve ces profils-là? Oui, il y en a dans les membres de la fondation, mais il y en a aussi dans les gens qui contribuent, puisqu'il y a aussi des contributions qui sont de la documentation. Qui suit le même process. Ouais. Oui, tout suit le même process. En fait. Tout est versionné de la même façon et tout est géré de la même façon. Donc la doc est gérée de la même façon. Donc ils vont aussi participer là, puis ils vont travailler sur les blueprints. Ils vont souvent être ceux qui vont devenir project team lead. Donc ils font partie de ces personnes-là. Après, dans les membres de la fondation, il y a plein de gens qui sont utilisateurs ou qui sont juste fans. Et ils ne sont pas vraiment contributeurs. Ou alors ils ont été contributeurs dans une version d'avant. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai isolé les développeurs, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de développeurs que de membres de la fondation. Au début, c'était quasiment identique. Là, en effet, il y a eu vraiment beaucoup de membres de la fondation. Parce qu'il y a des sociétés qui ont enregistré tous leurs utilisateurs. C'est marrant, ils sont devenus tous... Une dernière question, l'infrastructure, qui la gère? C'est en dehors de ce process? Vous avez besoin de... Il y a besoin de pas mal de machines, ouais. Alors il y a, dans la fondation, dans les contributeurs Gold de la fondation, il y a pas mal de sociétés qui ont de l'infra, entre autres Rackspace, hein, qui est un opérateur de cloud public, donc ils fournissent de l'infra pour la fondation, et puis la fondation a des moyens financiers, et donc achète de l'infra pour faire tourner tout ça. Et nous, Innovance, on nous fournit quelques machines aussi pour faire tourner, je ne sais plus quoi, dans des infras. Est-ce que les outils qui construisent OpenStack sont eux-mêmes déployés sur des surcouches qui elles-mêmes sont fondées en OpenStack d'une version précédente? Alors, on peut installer de l'OpenStack sur de l'OpenStack. On le fait pour faire des tests ou pour plein de raisons. Mais pour tester des déploiements, pour tester des modes de déploiement, ou pour tester des modes de fonctionnement. Donc on peut faire de l'OpenStack sur l'OpenStack, c'est un peu bizarre, mais ça peut être utile. Et les outils de développement d'OpenStack, le process de développement, en fait, pour nous, c'est un des produits que propose Innovance, qui est une software factory, en fait, une fabrique de logiciels. Et on propose ce produit-là pour que nos clients puissent directement déployer et disposer chez eux de la même chose que les outils qu'on utilise sur OpenStack. Et puis c'est les outils qu'on utilise en interne pour développer nos produits, forcément.
Donc là, du coup, nous, ça nous intéresse quand ça marche bien, en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est les développeurs qui développent le produit qui sont intéressés par le fait que ça marche bien. C'est assez intéressant d'avoir les utilisateurs qui sont des Du développeurs. méta ou du récursif, elle est là, effectivement. Ouais. C'est eat your own dog food. Donc forcément, C'est clair. la bouse que tu poses va marcher dedans. Ouais. Alors moi, je préfère le drink your own champagne. Parce que c'est vraiment bien ce qu'on fait, vous voyez. Oui. Ah, ils ont été plus rapides que vous. Normalement, vous avez dit qu'il y a 900 développeurs qui vont développer. Je vais arrêter de dire le chiffre, en fait. Il y a un certain nombre de développeurs. Il y a un certain nombre de développeurs. Vous utilisez aussi un outil Git pour tout ce qui est la revue de code. Mais Yep. c'est qui fait le factoring? Par exemple, on a plusieurs développeurs qui travaillent pour des solutions. Ils vont refaire plus ou moins des services communs. Plutôt, chacun va créer des services, mais à la fin, avec la revue de code, on va détecter qu'il y a des services communs. Il vaut mieux les factorer, faire le refactoring. C'est qui? Est-ce qu'il y a une personne dans l'équipe ou il y a une autre personne qui font que ça? Non, en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Quand vous décidez de faire une nouvelle fonctionnalité, vous voyez peut-être pas qu'en effet, vous avez fait trois décisions de nouvelles fonctionnalités, qu'il y a des services communs qui peuvent émerger. Donc ok, les 3 fonctionnalités vont être mergées, et on va voir qu'il y a une possibilité de service commun qui va émerger. Ben ça va être une nouvelle fonctionnalité qui va être proposée, qui va souvent être approuvée, et on va créer un service commun. C'est aussi comme ça qu'ont émergé des projets. Il y a des projets qui sont des projets de services communs, qui sont vraiment les shared services dans OpenStack, et qui ont émergé parce que c'était évident qu'on n'allait pas faire de l'authentification sur tous les projets, ou qu'on n'allait pas gérer un bus de messaging sur tous les projets. Ça n'avait pas de sens. Donc du coup, ou on n'allait pas faire du metering, de la mesure, sur tous les projets. Donc on a fait émerger Celemeter pour le faire. Donc le temps est écoulé, mais voilà l'idée. Donc en fait, c'est pas d'autres développeurs, c'est les mêmes développeurs qui vont faire du refactoring. Merci beaucoup. Merci à tous.